Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Génération News sur Medi 1 TV Afrique. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes en manque d'emploi se tournent vers les paris sportifs dans l'espoir de devenir riches. Le phénomène est devenu en quelques années un véritable fait des sociétés sur tout le continent. Nous en parlerons en première partie d'émission. Les consoles ont-elles remplacé les jeux de société? Mes invités et moi, nous tenterons d'apporter des éléments de réponse en deuxième et dernière partie de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Charles. Vous êtes doctorant en droit et passionné des jeux vidéo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et nous recevons pour la deuxième fois sur ce plateau de Génération News Warren. Vous êtes un gamer professionnel, passionné évidemment de jeux vidéo. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur Génération News. Le plaisir est partagé. Nous recevons également Speedy. Vous êtes animateur radio, également humoriste web. C'est un plaisir également de vous recevoir sur Merci à vous. Et nous allons terminer avec Warren. Vous êtes étudiant en journalisme. Merci également d'être là parmi nous sur le plateau de Génération News. C'est moi qui vous remercie. Alors je le disais dans mon introduction, nous allons parler aujourd'hui de cette problématique liée aux paris sportifs. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent dans cette activité-là. La population des paris sportifs en ligne en Afrique se rajeunit aujourd'hui de jour en jour. Parti pour être un simple divertissement, aujourd'hui, parier de l'argent, ça devient très important en fait. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire dans votre introduction, fort de constater que beaucoup de jeunes, notamment on va dire en Afrique, ça donne déjà des jeux de paris sportifs. Parce qu'ils espèrent justement que par le biais de ces jeux, ils peuvent aujourd'hui devenir riches, devenir milliardaires. Tout simplement pourquoi? Parce que aujourd'hui la publicité que font ces paris sportifs, c'est que voilà, tu paries une somme d'argent assez on va dire assez minime et tu peux sortir de là avec voilà, en devenant multimilliardaire. Et ce phénomène touche nos jeunes, on va dire la société aujourd'hui, à tel point où ils créent en fait d'autres mots, je veux dire comme l'insécurité, parce qu'on se demande comment des jeunes qui sont en manque d'emploi font pour sortir des sommes, on va dire, astronomiques pour pouvoir parier. Et il faut voir qu'au fil du temps, ça devient une forme d'addiction parce qu'il a envie de parier à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il va voir que son voisin à côté, il a gagné une somme d'argent. Mais en général, ça part de là, ça part d'un témoignage, d'un ami qui vient... C'est-à-dire que voilà, il va rencontrer un ami, oh écoute, moi je viens de gagner, on va dire 500 000. Ah bon, je viens de gagner 500 000. Et lui, en fait, ça va faire que motiver jusqu'à ce qu'il va se mettre dans des problèmes assez importants. Et en parlant d'addiction, Speedy, Warren a évidemment soulevé le problème. Est-ce que cette addiction aujourd'hui est un petit peu amplifiée avec l'utilisation aujourd'hui du mobile sur le continent? Bien évidemment, avec le 2.0, tout est accessible, comme on peut le dire, avec les données qui le prouvent. Il y a des statistiques qui sont sorties par rapport à ça. Et aujourd'hui, on peut dire surtout que tout le monde a accès avec le 2.0. Aujourd'hui, on n'a plus envie de sortir de la maison pour se dire oui, on va aller acheter des tickets et se dire comment les avoir. Alors qu'aujourd'hui, avec un téléphone portable, avec un ordinateur, tout est accessible. Et aujourd'hui, l'addiction est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant avec un numérique que dans la vraie vie réelle. Évidemment, on est à la maison, c'est plus facile d'aller sur un site, parier, évidemment. Ok, mais comment essayer de résoudre le problème aujourd'hui par rapport à cette addiction? Que faut-il faire, Charles? Alors, le problème étant présenté, le résoudre serait... Enfin, il y aurait énormément de solutions. Et l'une des premières solutions, c'est déjà de mettre en place... Enfin, je pense qu'il y a déjà des moyens de coercition mis en place, mais c'est de veiller à leur applicabilité par contre. Alors, mon confrère ici a bien présenté la chose, qu'avec le 2.0 aujourd'hui, il est beaucoup plus accessible à n'importe qui d'avoir accès à tout ce qui est aujourd'hui paris en ligne. Mais le véritable problème, voyez-vous, car pour contracter, pour avoir de l'argent à investir sur ces paris en ligne, il faudrait déjà avoir la capacité à consentir, donc c'est-à-dire 18 ans. Or, quels sont les moyens mis en place pour véritablement apprécier l'âge de tous les parieurs en ligne? Ça, c'est la véritable question. Parce que avant, c'était des stands, vous voyez, donc vous venez... C'est toujours le cas, c'est toujours le cas. Oui, oui, vous voyez sur les stands, par exemple, il est facile d'apprécier sur le visage de la personne son âge. C'est très facile. Alors qu'aujourd'hui, en ligne, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, un enfant de 15 ans pourrait facilement se donner à des paris sportifs et ruiner complètement sa vie.
Parce que c'est une affaire très grave. Et en parlant de ruiner sa vie, Nathan, on a parlé évidemment du côté addictif. L'autre côté, comme Warren l'a souligné, ce que ça crée, ça participe un petit peu au taux de criminalité chez les jeunes. Parce que, évidemment, les paris sportifs, ça crée l'endettement et l'isolement. Exactement, ça crée l'endettement. Certains peuvent aller s'endetter avec des sommes hors de prix, des sommes qui les dépassent. Ils ne sont par exemple que des étudiants, des élèves, ils sont par exemple dans le manque d'emploi, mais ça donne à des situations semblables, des paris sportifs en ligne, depuis l'utilisation de son smartphone. On ne peut pas savoir quel âge ont ces jeunes. De nos jours, on les constate au sein de nos sociétés, ici ou hors du Sénégal, des paris sportifs chaque jour, chaque week-end. Oui, en général, c'est le week-end où il y a beaucoup de matchs, où les jeunes vont parier. Il y a un point qui a été souligné, on va revenir sur vous, Charles, qui a été souligné en parlant justement des mesures qui ont été prises. Le Sénégal et certains pays en Afrique ont évidemment limité l'accès à ces boutiques de paris sportifs à 18 ans. Mais Speedy, on se rend compte que la réalité, elle est tout autre sur le terrain, parce que comme Charles l'a souligné, on retrouve des jeunes de 15 ans, 14 ans qui sont là à parier. Déjà, en fait, il faudrait connaître comment l'entreprise fonctionne. Ça, c'est la première chose à savoir avec ses employés. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas me dire que celui qui est dans le stand ne s'occupe pas en fait de récupérer la carte d'identité de la personne pour savoir qui il est, comment il est, la date de naissance, etc. pour pouvoir valider le paiement. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est la société qui doit gérer ses employés et connaître en fait les droits de la personne. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que c'est interdit d'acheter un produit à partir de 18 ans, c'est interdit de l'acheter à partir de 18 ans. Donc, quelque part, il faut évidemment interpeller la responsabilité de ces gérants des boutiques, Warren. Effectivement, il faut interpeller la responsabilité de ces gérants parce qu'aujourd'hui, on constate que ces gérants n'ont qu'une seule chose à l'esprit, c'est-à-dire faire du profit. Mais en faisant du profit, en acceptant n'importe quel parieur, peu importe son âge, ils contribuent justement à ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur au sein de la société, en fait. Et c'est très regrettable, en fait. Oui, Charles, vous voulez rebondir sur un point? Oui, enfin, tout à l'heure, Speedy a énoncé un point, le point de la responsabilité. Alors, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec lui, dans la mesure où il est... Vous savez, là, on a deux parties au contrat. Donc, on a la société qui met en place un jeu et on a le parieur. Alors, il est donc naturel, il est donc obligatoire, pas naturel, il est obligatoire pour l'opérateur économique de s'assurer que le co-contractant ait la capacité à contracter. Vous comprenez? Donc c'est une façon de dire que... Est-ce que c'est toujours le cas sur le terrain? C'est pas toujours le cas, malheureusement. Que ce soit le cas ou pas, c'est la loi qui le dit. Et vous voyez, donc la loi, on est obligé de vérifier si celui en face de moi a la capacité de contacter. C'est comme un exemple. Je suis boutiquier tout de suite et un enfant vient acheter une cigarette. Alors la loi m'interdit de vendre une cigarette à un enfant de moins de 18 ans, enfin à une personne de moins de 18 ans, disant même que c'est quelqu'un qui l'a envoyé rapidement, vous comprenez? Et que suite à cela, je lui vende la cigarette. Là, je suis déjà en infraction, comprenez cela? Et donc, vrai que l'infraction soit constatée, il faudrait exactement que les moyens, comme je le disais tout à l'heure dans mon intervention, que les moyens de coercition, donc les moyens coercitifs, puissent véritablement être mis en place et puissent être respectés. J'aimerais rebondir sur ce que Charles vient de dire en fait. Donc du coup, je vais aller dans son sens et aussi dans le sens de Speedy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des moyens justement qui sont mis en place pour pouvoir interdire l'accès à des jeunes de moins de 18 ans pour pouvoir faire des paris et autres, etc. Mais le problème étant, c'est que la personne qui vient faire le pari, on va dire le jeune de moins de 18 ans qui vient faire le pari, il est en face d'un adulte. Déjà, et l'adulte, même déjà, on va dire, dans les bonnes mœurs, l'une des règles de bienséance voudrait qu'il soit lui-même pris, on va dire, par rapport à justement aux règles qui ont été mises en place, et en tant que parent, en tant qu'adulte, savoir que c'est interdit en fait pour cet enfant de faire des paris. Ça, c'est une chose. Et lorsqu'il vient contracter, c'est vrai que lors du contrat, en fait, il y a deux parties, il y a justement le parieur et il y a aussi, on va dire, la société. Mais la responsabilité vient beaucoup plus au niveau de la société. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la société qui est censée respecter les règles qui ont été mises en place par, on va dire, les autorités étatiques. Évidemment, il y a une loi qui est là. Il faut voilà, si la société, par exemple, par le biais du revendeur qui est là, n'applique pas la loi, je pense que c'est la société
on ne va pas dire que bon, le mineur, il a justement aussi sa responsabilité, parce qu'il sait que c'est interdit. Mais si la société, on va dire en tant que personne majeure, et en tant que personne, on va dire, qui est censée faire appliquer la loi, ne l'applique pas, bon, la société a une grosse part de responsabilité à l'intérieur. Mais il y a un souci. S'il faut parler des vendeurs et des revendeurs, les revendeurs, ils ont leur intérêt mis en place. Leur intérêt, c'est la clientèle qui compte. Justement, en fait. Même s'il faut parler des mineurs ou des moins de 18 ans. Ah non, je vous arrête. Parce que mise en place ou pas, vous savez, même si vous avez eu tout de suite 1000 clients de moins de 15 ans qui vous ont apporté énormément d'argent, sur la seule preuve de leur incapacité à contracter, en fait. tout ça, et sachant même, si on arrive à établir la preuve que vous étiez conscient de cela et que vous avez donc vendu en connaissance de cause un produit interdit à leur âge, mais non seulement vous faites la prison, vous êtes soumis à des dommages et intérêts, et en plus de cela, le contrat sera considéré comme nul et non avenu. Moi j'ai une question par rapport à ça en fait. Si par exemple, un individu à 14 ans ou 15 ans va acheter son ticket et il devient gagnant, bah, il n'est pas censé gagner en fait. Non, il n'est pas censé retirer l'argent. Donc quelque part, on se retrouve évidemment dans ce cercle flou vicieux qui sert à rien en fait. Évidemment, et par rapport à ça, revenons un petit peu sur vraiment ces paris sportifs-là. Alors, on a parlé tout à l'heure de ces jeunes, ces adolescents de moins de 15 ans, 14 ans, voire 13 ans, hein, qui se retrouvent dans des boutiques pour investir, parier. Comment aujourd'hui, Speedy, parce que ça c'est des jeunes, des adolescents de 15 ans, mais évidemment ça va plus loin, on se retrouve avec des 35 ans, 40 ans qui parient. Comment amener ces jeunes-là aujourd'hui à se rendre compte que cet argent qu'on investit dans les paris sportifs, ça peut faire office de fonds de roulement pour démarrer une start-up? Déjà ce côté-là, on ne peut pas dire à un enfant qu'il peut démarrer quelque chose directement avec une start-up parce qu'il doit passer par des études pour savoir comment être dans ce milieu d'entreprise, savoir comment monter une entreprise, etc. Oui, mais en général, c'est des diplômés. Évidemment, voilà, vous venez d'avoir votre master en, je sais pas, en génie civil, mais vous n'avez pas de boulot. Vous faites quoi? Vous tournez vers les paris sportifs, vous investissez beaucoup d'argent chaque jour, 10 000 par jour. Hein. Des fois, il y en a qui vont même très loin dans les paris, alors que cet argent, évidemment, ça peut servir de fonds de roulement pour démarrer une start-up. Comment justement interpeller ce jeune-là qui sort, ce jeune diplômé, sur l'importance même de réinvestir cet argent-là? Alors ça va être un peu compliqué à expliquer parce que ce que je peux dire par rapport à ça déjà, c'est que une personne en fait qui n'a pas été recrutée dans une entreprise et qui est en train de chercher du travail tout le temps, c'est quelqu'un qui peut rentrer très facilement dans une dépression et qui ne s'en sortira plus et il est obligé de se tourner quelque chose d'autre pour avoir des sous le plus rapidement possible. Et la seule solution des fois, c'est soit revendre du matériel ou directement faire des paris ou trouver de l'argent autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on va dire que déjà que le marché pour rentrer dans une entreprise est extrêmement compliqué, qu'on ait des masters, des doctorats, etc. On peut dire aujourd'hui que c'est soit la chance du recrutement, soit, comme on dit, chacun pour soi et Dieu pour tous, pour pouvoir rentrer dans une entreprise aujourd'hui. Et voilà. Justement, au Kenya, on a un fait qui s'est passé en 2018, un étudiant kenyan qui s'est suicidé après avoir parié les sous de son inscription. Ça montre évidemment le côté sur lequel on va devoir insister en termes de sensibilisation, Nathan. Non, mais s'il faut insister sur cela, il faut lancer un appel aux autorités. Il faut lancer un appel aux autorités et beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de sérieux par rapport aux paris sportifs et que font certains jeunes. S'il est arrivé jusqu'à se suicider, c'est qu'il y a eu une motivation derrière. Il voit peut-être des jeunes de son âge qui ont eu à gagner des 5-10 millions, des sommes hors de prix. Oui, mais évidemment, lui, quand il parie, il ne s'attend pas forcément à... Évidemment, on s'attend quelque part à perdre, mais des fois, on est très sûr de nous. C'est-à-dire quand on parie, on se dit on va gagner énormément d'argent. Voilà pourquoi c'est sûr qu'il a dû frôler une dépression, une partie insuffisance de sa vie après ce pari sportif. Mais il y a plusieurs cas aujourd'hui, évidemment, Charles. Oui. On a parlé du cas de ce jeune qui s'est suicidé après avoir évidemment misé la somme, une somme vraiment importante qui devait participer évidemment à son avenir pour les inscriptions. Il y a beaucoup de cas comme ça malheureusement sur le continent. Nathan l'a souligné, il faut évidemment interpeller les autorités, mais que faut-il faire davantage? Est-ce que la sensibilisation, ça reste aujourd'hui une solution aussi? Oui, naturellement, la sensibilisation des personnes, des sociétés déjà,
mais encore des principaux concernés, c'est-à-dire les étudiants eux-mêmes. Bon, prenons le cas du jeune Kenyan qui s'est donné la mort, je pense plutôt que le problème ne résulte pas nécessairement du pari sportif. Parce que oui, je pense qu'il y a un processus, comme Speedy l'a notifié, un processus de dépression ou des problèmes personnels qui, enfin, donc le pari sportif a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais de façon générale, je ne pense pas qu'il soit seul à l'origine en fait, de ce suicide. Oui, Warren voulait... Oui, en fait, je voulais rebondir par rapport à ce que Nathan est en train de dire en ce qui concerne l'appel aux autorités. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mécanismes, Charles l'a bien développé tout à l'heure, il y a des mécanismes, il y a des lois qui sont mises en place et qui doivent être respectées. Moi, je pense que déjà, il faudrait d'abord lancer un appel au sein des sociétés des paris, en fait. Que ces sociétés puissent sensibiliser leurs revendeurs. Déjà, ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, il y a un autre problème qui est beaucoup plus gros, en fait, parce que là, s'il s'agit de se déplacer, d'aller dans des stands de paris et de prendre des tickets, de parier, ça, on peut dire que le problème, il peut être encore gérable. Maintenant, en ce qui concerne maintenant les paris en ligne, c'est là où le gros problème s'impose, en fait, parce que je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde a accès à tout. C'est-à-dire même aux sites qui sont interdits au moins de 18 ans, tout le monde a accès à tout. C'est-à-dire un jeune de 9 ans qui sait bien très bien... Évidemment, il n'y a pas, comme Charles l'a dit, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de pare-feu. Voilà, il n'y a pas de pare-feu qui permettent justement de filtrer les informations. Et je pense que là, maintenant, c'est là où les parents doivent intervenir, en ce qui concerne les moins de 18 ans. C'est là où les parents doivent intervenir, parce qu'il y a une certaine époque, on en parlait très récemment avec Charles et Speedy et Nathan, avant de venir sur le plateau, que nos parents, en fait, ont eu à apporter une certaine éducation qui fait en sorte que nous nous concentrons beaucoup plus, on va dire, sur des jeux, à l'époque, qui étaient de notre âge. C'est-à-dire jouer à des jeux au prix, on peut dire par exemple au prix. Ouais, les jeux traditionnels. Des jeux traditionnels, en fait, voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec l'évolution de la société, de la technologie, un enfant de 7 ans, il a un smartphone, un enfant de 5 ans, il a un smartphone et il fait de son smartphone ce qu'il veut. Et facilement, on peut évidemment aller sur les sites parier. Oui, Speedy, par rapport à ça, justement, à ces paris sportifs, on l'a dit, hein, il y en a malheureusement, ils arrivent à parier mais ils ne gagnent pas, mais il y en a qui gagnent. Et ceux qui gagnent en général, ça sert d'exemple et ça facilite aussi quelque part l'addiction du nouveau parieur. Bien évidemment, comme toute chose devient addict, en fait c'est comme dans l'influence. Aujourd'hui dans l'influence, quand tu commences à avoir des abonnés, tu en as toujours envie. Donc tu fais ton maximum pour en avoir plus. Tout le temps sortir des vidéos, travailler encore tes vidéos. Donc aujourd'hui, quand une personne gagne de l'argent, elle veut toujours plus. En fait, l'homme, dans tous les cas, est comment dire encore, il est toujours voilà, il est insatisfait de la vie, donc il veut toujours plus, toujours avoir plus, savoir comment il va préparer sa vie avec. Alors qu'en vrai, il ne prépare rien, il essaie juste de s'enrichir en vrai. Je vais appuyer ce que Speedy vient de dire, l'homme c'est vrai, plus il en a, plus il en veut. Plus il en a, plus il en veut. Il y a forcément des jeunes de leur âge qui ont servi d'exemple pour jouer à ce jeu, à ces jeux de hasard et ces paris sportifs. Je vois un jeune de mon âge ou moins âgé que moi qui a eu à gagner 10, 20, 15, 30 millions. Je me dis que je peux aussi faire la même chose ou je peux faire mieux. Et quelque part, ça reste aussi le piège hein, aujourd'hui. Oui, Charles. C'est un calcul très basique. Hein. Vous savez, la loi des probabilités, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Voilà. Vous prenez, en exemple très basique, vous prenez 5 millions de joueurs dans un pays. Chaque joueur joue 1000 francs, pas beaucoup, 1000 francs. Alors, ça fait, je pense, 5 milliards, d'accord? Sur les 5 milliards de recettes, d'accord? Donc, le but de l'entreprise, c'est de faire quoi? C'est de faire croire une illusion de partage de profit. C'est-à-dire qu'il va prendre dans ces 5 milliards, disons même 500 millions, qu'il va partager à certains prétendus gagnants. Un va gagner 100 millions, un va gagner 1 million, un autre 25 millions, d'autres 300 000. Vous comprenez? Et ça fait croire à une fausse illusion de réaction, en fait. Une fausse illusion vous pensez gagner, mais en fait, vous ne gagnez pas. Et on entretient le cerveau de ces personnes influencées, voilà, et ça devient un véritable cycle vicieux. Et ça fait naître une addiction. Donc, on a parlé justement de ces problèmes-là. On a parlé de l'addiction. On a parlé aujourd'hui, parce que malheureusement, il y a des morts. Hein, il y a des jeunes qui se donnent la mort après avoir évidemment investi énormément d'argent dans des paris sportifs. Que faut-il faire aujourd'hui pour essayer de freiner ça? C'est-à-dire, on a parlé de la sensibilisation, mais évidemment, on interpelle les autorités.
Que faut-il faire, Warren? Est-ce qu'il faut créer des centres de distraction autres que les paris sportifs, par exemple? Oui, je pense que déjà, si certaines personnes s'adonnent à des paris, parce que l'addiction, elle ne naît pas du jour au lendemain. L'addiction, elle naît justement d'une répétition. Et si une catégorie de personnes commence à devenir addict, c'est parce que déjà, il y a une certaine forme d'oisivité autour d'eux. On vient de parler des jeunes qui sont sans emploi, c'est-à-dire il n'a pas d'emploi, il a fini ses études, il est assis à la maison, il a déposé des dossiers dans des sociétés de la place, il attend et n'ayant pas d'activité et voyant autour de lui qu'il y a certaines personnes qui arrivent à se faire de l'argent tout en étant à la maison, rien qu'en pariant sur son téléphone, et il se met à parier. Je trouve déjà que, en fait, il faut multiplier justement des moyens de distraction, c'est-à-dire, on va dire déjà les jeunes aujourd'hui aiment beaucoup le sport. Ils aiment beaucoup le foot, ils aiment beaucoup le sport. Investir dans cela, investir aussi, pourquoi pas, dans le jeu vidéo. Investir aussi dans, dans l'emploi. Parce que si certains jeunes aujourd'hui arrivent à gagner de l'emploi beaucoup plus tôt, je ne pense pas que ça limite, ça limite justement. Et pour revenir en fait sur la façon dont les sociétés aujourd'hui font la pub pour pouvoir attirer beaucoup plus de jeunes. Speedy qui est youtubeur, je crois qu'il en connaît d'autres, des personnes en fait qui sont des youtubeurs aussi, mais dans ce domaine-là. C'est-à-dire ils viennent, ils vous disent bon voilà, il y a des probabilités, on vous aide en fait dans vos paris pour que vous puissiez gagner. Et ils vous montrent justement que non voilà, nous arrivons à gagner avec ces paris, et ils vous montrent justement la vie luxueuse. En fait ça devient évidemment un marché. Voilà, ça devient un marché en fait. Ouais. Ils vous montrent la vie luxueuse qu'ils mènent à partir de ces paris, et ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes aujourd'hui arrivent à devenir facilement addicts parce qu'ils se disent que je peux être le prochain millionnaire. Voilà, le prochain millionnaire. Oui, Speedy. En fait, déjà, il y a trois gestions d'influence digitale. Il y a l'influence digitale, celui qui fait le bad buzz, qui fait croire à tout le monde qu'il est devenu riche grâce à quelque chose, grâce à des partenaires, des sponsors, etc. Il y a celui qui est au milieu, qui est honnête en fait, qui va fonctionner honnêtement avec les entreprises, qui va dire voilà, moi je te fais de la pub de ça, mais il va garder ses abonnés tout en leur disant que faites attention à ceci ou cela. Et le dernier influenceur qui est carrément vide, qui ne dit rien, qui ne fait rien. Alors en fait, le problème est qu'aujourd'hui, dans le côté digital, la majorité des personnes qui sont dans l'influence digitale sont malhonnêtes dans ce milieu. Et ils sont en train de faire croire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que là, c'est la communication qui doit rentrer en jeu. Avec des vrais dossiers de communication créatifs, de la vraie créativité à mettre en place carrément dans les zones rurales. Et c'est à partir de là qu'en fait, on peut faire changer les gens. Aujourd'hui, les dossiers de communication sont trop simples. Aujourd'hui, on sort un dossier de communication, on met des affiches. Les affiches ne font plus rien aujourd'hui. Sur 15 millions d'affiches, on va retenir une seule affiche dans la soirée. Ouais. À quoi ça sert alors? Aujourd'hui, si on ne crée pas des vrais dossiers de communication créatifs 2.0, 3.0, voire même des zones rurales qui peuvent coûter des millions, voire même des milliards, bah, ça ne servirait à rien. Parce qu'aujourd'hui, une affiche, ça ne coûte rien du tout et les gens sont prêts à mettre de l'argent dessus en faisant croire que oui, on va essayer de faire stopper les gens, mais ça ne va absolument rien stopper. Évidemment, donc il faut accentuer. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a des influenceurs aujourd'hui qui doivent servir à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, tous les abonnés fonctionnent en tant qu'une star. En fait, on appelle ça des idoles. Et les idoles aujourd'hui sont obligés de faire quelque chose par rapport à ça pour que les gens puissent changer. Exactement. On va s'accrocher à la thématique, Charles. On parlait d'Eldorado. On a parlé évidemment d'exemples, parce qu'il y en a qui ont gagné, qui ont réussi dans les paris sportifs. Cela, aujourd'hui, est-ce que par rapport à ces exemples-là, faut-il voir aujourd'hui les paris sportifs comme un Eldorado? Naturellement que non. Vous savez, les paris sportifs, c'est un cercle vicieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça a pour seul but d'appauvrir une majorité pour enrichir une minorité. C'est tout ce qu'on doit retenir des paris sportifs. Et qu'est-ce que vous retenez d'autre, Nathan, par rapport j'avoue, je vais appuyer sur ce qu'il vient de dire. Ça ne peut qu'enrichir un corpuscule de personnes. S'il faut s'appuyer sur des lois mathématiques ou des lois de la statistique, il y a forcément beaucoup plus de chances de perdre que de chances de gagner. Naturellement. Rien ne se fait pour rien. Ils le font avec intérêt, les vendeurs et revendeurs. Et justement, par rapport à l'intérêt, on va se quitter sur cette question en quelques minutes. Warren, alors les sociétés de paris sportifs affirment cependant que leur influence est plus positive que négative. Selon eux, les paris sportifs ont créé des milliers de nouveaux emplois dans le pays.
Est-ce que vous partagez cet avis? Bien sûr que non, je ne partage pas cet avis et bon, c'est subjectif, hein. Si je ne partage pas cet avis, c'est parce que les paris sportifs aujourd'hui créent beaucoup plus de problèmes, on va dire, que des solutions. Parce que ça sert à quoi de créer de l'emploi et de faire en sorte que le taux, on va dire indirectement, bien sûr indirectement, de faire en sorte que le taux d'insécurité augmente. Ça sert à quoi de créer des emplois et de faire en sorte que des lois mises en place pour pouvoir protéger une certaine catégorie de personnes, notamment les mineurs, d'être violées? Ça sert à quoi de créer de l'emploi et de faire en sorte que certaines personnes deviennent addictes au point d'arriver jusqu'au suicide? Justement. Et ça sert à quoi de créer de l'emploi, de faire en sorte que certaines personnes sont en mesure de pouvoir mettre de l'argent qui a été mis à disposition pour leurs études ou même pour leur, on va dire, pour leur bien-être, parce que j'ai connu des personnes qui sont arrivées jusqu'à sacrifier leur argent du loyer et ensuite aller s'endetter, comme disait Nathan tout à l'heure, arriver justement à des dettes qui sont vraiment très importantes. À quoi ça sert en fait? Moi je me dis que, bon, dans un monde où nous sommes aujourd'hui, il ne peut pas avoir on va dire, il peut pas avoir que du bon. Il y aura aussi du mauvais. C'est vrai que les paris sportifs, ça crée des emplois, ça fait en sorte que certaines personnes gagnent, parce qu'il n'y a que des personnes qui ne gagnent pas, ou il y a des personnes qui ne sont pas addictes à ces jeux qui diront que c'est mauvais. Mais une personne qui a gagné 30 millions, il vous dira que non, les paris sportifs, c'est la vie. Et effectivement, nous allons malheureusement marquer une pause pour se retrouver évidemment dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News sur Medi 1 TV Afrique. A tout de suite. De retour sur Medi 1 TV Afrique pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. Nous allons à présent, messieurs, parler des jeux vidéo. Les consoles ont-elles aujourd'hui remplacé les jeux de société? Nous allons démarrer avec vous, Charles. Est-ce le cas aujourd'hui? Alors, c'est, je dirais, même un peu facile à deviner déjà, parce que, bon, en parlant simplement de chiffres, de façon globale, l'industrie des jeux de société pèse à hauteur de 500 millions d'euros à peine, alors qu'on parle d'une industrie à l'opposé qui pèse plus de 10 milliards de dollars, enfin ouais, de dollars on va dire. Et donc déjà sur cette base, on a énormément de consommateurs d'une part pour une poignée d'autre part. Et même dans la pratique, parce que tout aujourd'hui porte à tout ce qui est numérique, les jeux vidéo sont beaucoup plus numériques, et donc les jeux de société rapidement délaissés, et même si vous constatez, certains jeux numériques sont même, certains jeux de société, autant pour moi, donc de plateau, certainement basiques, sont même déjà numérisés. Vous allez par exemple sur certains stores, certaines consoles de jeux, vous allez voir dans leur store des jeux de plateau, les plus connus, les plus réputés. Voilà. Donc, comme pour répondre que le jeu de société ne pourra, je pense, jamais détrôner le jeu vidéo. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler sur le plateau. Speedy, évidemment, les jeux de société tels que le Scrabble nous invitent à la découverte des mots et des fois à leur signification, tout simplement. Est-ce le cas pour le jeu vidéo numérique? Que ce soit pour le jeu numérique ou le jeu traditionnel, je crois que la majorité des personnes n'apprennent pas vraiment les mots qui sont liés directement via le Scrabble. Après, les gens jouent pour jouer, ils ne jouent pas vraiment pour apprendre. Surtout, après, sur le côté numérique, si, il y a des gens qui vraiment, ça devient un métier, ils apprennent à jouer carrément. Et même dans le jeu traditionnel aujourd'hui, les gens, ils apprennent carrément le jeu parce qu'il y a des concours, il y a des compétitions, il y a de l'argent à gagner. Et que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ça reviendra presque au même au niveau des concours, des compétitions, de l'argent qui a été mis en place. L'homme apprend toujours quelque chose. Et justement, par rapport à ça, Warren, on a parlé de jeux de société. Charles estime qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué pour ces jeux de société de résister, mais on se rend compte que c'est toujours le cas parce que le Ludo, ou bien le Scrabble ou le Monopoly, est toujours, ces jeux sont toujours présents dans les familles. Qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui de ces jeux de société? Est-ce que c'est le côté social? Bien sûr, c'est le côté social qui fait en sorte que les jeux de société, jusqu'au jour d'aujourd'hui, demeurent. Et il faut aussi comprendre que ce sont des jeux qui sont facilement accessibles. Ce sont des jeux qui sont facilement accessibles à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'offrir une console dernière génération. Et donc, les jeux de société aussi, ça réunit non seulement grands et petits. Il y a certaines personnes qui trouvent que... social, ça rassemble tout le monde, il y a certaines une belle communauté. On va dire, bon, par exemple, le Monopoly, il peut se jouer en famille. Mais il y a aussi des jeux, on va dire, des
des jeux vidéo comme Nintendo Wii par exemple, qui propose aussi des jeux de famille. Et il faut aussi voir aussi que c'est aussi par rapport à l'appréhension aussi de certains parents, parce qu'ils se disent que bon, le jeu vidéo en fait ça abrutit, alors que les jeux de société ça permet de réveiller la curiosité, ça permet justement de réveiller la réflexion, bien que c'est pas totalement vrai, mais bon, ils le pensent. Comme vous avez bien dit, le Scrabble, ça permet à certaines personnes d'apprendre de nouveaux mots, de connaître leur signification. Et on se dit, bon, on peut jouer à un jeu, par exemple, de FIFA ou un jeu de combat sur console, bah, ça ne t'apprend rien du tout. Par comparé à un jeu de Scrabble, par exemple. Mais bon, si on prend l'exemple du jeu de football que vous venez de citer, c'est un jeu parfait, enfin c'est un jeu de simulation. Mais moi, je vais vous prendre un jeu d'histoire que nous connaissons tous qui s'appelle Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est un jeu qui se base sur une évolution historique. Donc, depuis l'époque des combats médiévaux, des relations médiévales qui existaient, ou encore l'Empire grec, tout ce qui est le monde... Enfin, il y a énormément d'histoires à l'intérieur, vous comprenez. Donc, au fil du jeu, vous découvrez certaines histoires, vous découvrez, par exemple, je vous prends la dernière sortie, le Assassin's Creed Odyssey. C'est un jeu qui fait état de l'évolution en fait, d'un personnage dans un monde grec. Et vous apprenez énormément. Et ce que malheureusement, nos parents qui sont restés un peu en arrière, vous comprenez, ne comprennent pas. Oui, en fait, ils ont toujours cette image un petit peu péjorative du jeu vidéo. Nathan, par rapport à ça, justement, que faut-il faire aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce qu'il faut inviter beaucoup plus les jeunes à faire un retour aux sources avec des jeux traditionnels? Exactement, il faut beaucoup plus inviter les jeunes à faire un retour aux sources, aux jeux traditionnels, aux jeux de société, parce que les jeux de société, ça rassemble. Et s'il faut prendre le cas du Scrabble, ça développe l'intellect, le vocabulaire, l'apprentissage des mots, parce que les jeux d'aujourd'hui, ça a pris un peu plus de place sur la société. Je peux être devant ma console à minuit, 1h du matin, je joue avec ceux qui sont en ligne à travers les 4 coins du monde, mais non, je me retrouve seul. Entre-temps, les jeux de société, les cartes, le ludo, ça rassemble un petit peu, ça rassemble les jeunes. Ce n'est plus comme à l'époque. La technologie, les jeux vidéo ont apporté un plus, mais ça crée l'isolement. Ça crée l'isolement, comme ceux des réseaux sociaux, ça crée énormément l'isolement. Je prends un exemple, si tout de suite on se retrouve dans un restaurant, dans un café, je parie que chacun de nous va sortir son smartphone pour snapper, oui, évidemment, pour immortaliser. on se retrouve, la génération tête baissée, comme on dit. Et évidemment, par rapport à ça, on a parlé du côté sociable, hein, de Speedy, de ces jeux de société comme le Scrabble ou le Monopoly, évidemment, qui rassemblent. Mais Nathan a souligné un point, c'est qu'on est moins addictif au Monopoly qu'à un jeu vidéo sur PlayStation, par exemple. Ce n'est pas la même sensation. Là, on est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus vivant. En fait, aujourd'hui, le numérique a été créé, a tellement été perfectionné pour qu'on vive à l'intérieur. Et moi, je vous dirais la vérité par rapport entre les jeux de société. Si on me disait de choisir entre des jeux de société et des jeux vidéo, j'aurais pris carrément les jeux vidéo. Après, c'est comme on avait dit, je ne vois pas pourquoi les parents interdiraient ça. Et les parents peuvent s'y mettre aussi. Vraiment, les parents peuvent s'y mettre aussi, jouer avec leurs enfants. Ça crée en fait, ça créera toujours quelque chose, une sociabilité entre le parent et l'enfant, au lieu de dire carrément que ça ne sert à rien, alors qu'aujourd'hui, on sait que le marché est carrément concentré sur le gaming. Mais même pour enchérir sur ce que vous dites, lorsque vous observez la console Nintendo, voilà, c'est une console qui est basée sur le jeu, le social, de façon, vous pouvez jouer à plusieurs. Contrairement aux autres consoles qui sont un peu plus orientées vers le gaming solo, donc un peu cloîtré dans son espace en jouant en ligne avec d'autres personnes, alors que Nintendo, ce qui fait justement la force de Nintendo, c'est que vous pouvez jouer avec plusieurs personnes en même temps, vous voyez, et c'est beaucoup plus social sur le coup. Il y a des jeux vraiment qui sont... En fait, par exemple, il y a des jeux comme Mario ou d'autres jeux encore, par exemple, qui sont dans ce domaine comme Mario et tout, qui font en sorte qu'il y a la famille qui est à l'intérieur. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Et au Rwanda, le président Paul Kagame, en 2017, avait pris une mesure qui est toujours d'actualité, c'était d'insérer les jeux de société dès la maternelle, une initiative louable, Warren.
Oui, c'est une initiative louable. Les jeux de société ont justement leur charme. C'est-à-dire, bon, au-delà du fait que c'est moins vivant que, on va dire, les jeux vidéo, ça permet justement, on va dire, de développer une certaine sociabilité, en fait. C'est-à-dire, ça permet justement de ne pas se cloîtrer, comme a dit Charles, en fait. Il y a des jeux qui sont focalisés sur le gaming solo et d'autres qui sont focalisés sur, on va dire, sur les jeux de famille. Mais les jeux de société, justement, bah, c'est pas, si je peux me permettre l'expression, c'est pas rigolo d'y jouer seul, en fait. C'est-à-dire, tu vas prendre un Scrabble, tu vas te mettre à jouer Scrabble seul, ou bien Monopoly, c'est pas rigolo. C'est beaucoup plus amusant d'être en groupe et vous savez ce qu'on dit. Plus on est nombreux, Mieux on joue. mieux on joue. Exactement. Après, après, moi, je dirais plutôt pour grandir. Moi, je dirais de la phase enfant jusqu'à un certain âge, on peut être lié carrément aux jeux de société. Là, je suis tout à fait d'accord. Ça permet à l'enfant de garder d'énormes souvenirs entre la famille, les amis, etc. Et à partir d'un certain âge, bah, s'il n'a plus envie d'y être parce qu'il trouve qu'il y a une monotonie, bah, les jeux vidéo sont faits pour ça, en fait. Mais après, il y a des gens qui sont rentrés dans les jeux vidéo, qui sont sortis pour carrément rentrer dans les jeux de société. On ne peut pas dire que quelque chose est mieux que l'autre. Tout dépend de l'individu. Moi, je pense aussi que, en fait, chacun a vraiment son domaine de définition. Voilà. Les jeux de société installés très tôt, comme par exemple les mesures prises par le président Kagame, moi, je pense plutôt qu'elles ont pour objectif de développer des capacités cognitives des enfants. Parce que, qu'on se le dise, jouer au Scrabble, hein, c'est maîtriser un peu les mots. Voilà, maîtriser les mots, les définitions. Et donc, c'est forcément, voilà, le vocabulaire, c'est forcément bon pour quelqu'un qui est en phase d'apprentissage. Comprenez ? Et le Monopoly, bon, alors, on prend beaucoup l'exemple du Scrabble, mais il y a d'autres jeux aussi de société. Le Monopoly, par exemple, c'est un très bon jeu. Alors, qu'est-ce que le Monopoly peut nous apprendre stricto sensu? La stratégie. La stratégie, vous voyez, par exemple, c'est intéressant. Mais ça aussi, c'est un apport. Ça un apport considérable sur des personnes en développement, voilà, en développement moral. Pour revenir, en fait, sur la question, à savoir la mesure qu'a pris le président Paul Kagame, il faut aussi comprendre que les jeux vidéo, en fait, comme le smartphone, voilà, on va dire les jeux numériques, en fait, ne permettent pas justement de développer, de faire en sorte que l'enfant puisse développer, en fait, comme disait Charles, en fait, des capacités cognitives. Parce que le fait de s'asseoir devant son écran de télé avec une manette de jeu, en fait, ça ne favorise pas un développement de l'enfant. Certaines personnes aux États-Unis ont interdit à leurs enfants les jeux vidéo, de s'asseoir devant les jeux vidéo. En fait, leur demande de sortir, d'aller vers les autres, de courir, de faire du vélo, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont remarqué qu'ils devenaient facilement obèses. C'est-à-dire, je m'assois devant ma télévision, je prends ma console de jeu, je prends ma manette, j'ai de quoi manger à côté, je ne sors pas, je ne fais aucune activité physique, en fait, il n'y a aucune activité physique, j'ai juste ma console de jeu. Et je pense que c'est pour, justement, on a parlé tout à l'heure de l'addiction. C'est justement pour éviter aussi que certains enfants deviennent addicts aux jeux vidéo, de permettre en fait on va dire de faire en sorte que l'enfant puisse non seulement toucher aux jeux vidéo, mais également aux jeux de société, qui puissent être polyvalents, si je peux le dire ainsi. Et justement, par rapport à ça, Nathan, les points ont été soulevés ici. Évidemment, il y a le côté addictif de jeux vidéo et il y a le côté aussi qui développe l'intellect du jeune ou de l'adolescent qui se lance dans un jeu de société. Le plus dur aujourd'hui, ça doit être de trouver le juste milieu entre les deux. Oui, trouver le juste milieu, par exemple, lorsqu'on était au primaire et qu'il y avait souvent des concours, il y avait des remises de prix, par exemple. Lorsqu'il y a la remise d'un prix, la personne s'attend à une somme faramineuse ou s'attend, par exemple, à une console. Mais lorsqu'il y a des cadeaux qu'on remet, et tu ouvres le cadeau, c'est un livre, c'est un dictionnaire, c'est un livre de grammaire ou un livre de vocabulaire qui va développer ton intellect et la capacité de ton apprentissage. Et évidemment, on est moins excité lorsqu'on tombe sur un livre de vocabulaire que sur une Nintendo. Le jeune, il est dessus, s'est dit comment on m'offre un livre? Peut-être c'est un livre qui coûte hyper cher qui va développer ses capacités intellectuelles. Comment on m'offre un livre? Je m'attendais à une PlayStation, je m'attendais à une Nintendo. Et justement, par rapport à ça, Speedy, on a parlé. Je vais revenir sur la question parce qu'évidemment, je n'ai pas eu la réponse que j'attendais. Sur le côté addictif, évidemment, on est moins addictif parce que les conséquences ne sont pas les mêmes quand on est sur un jeu vidéo, Warren l'a souligné, que sur un jeu des sociétés. L'impact n'est pas le même.
L'impact au niveau de l'addiction, non, n'est pas pareil, c'est clair, parce qu'il y a un écran, il y a la rétine, il y a les yeux, il y a le cerveau, il y a le... En fait, il y a plein de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, bah, la personne est carrément addicte, surtout au niveau des couleurs. Ouais, Et aujourd'hui, on va développer évidemment, comme il y a le des photographe. conséquences aussi, vous l'avez Voilà. souligné, hein, les yeux, parce que passer des heures devant un écran, évidemment, derrière, il y a des En conséquences. fait, c'est de l'animation. Aujourd'hui, l'animation, toute personne a besoin d'être animée. Si elle n'est pas animée, elle s'ennuie, elle s'endort, elle attend le lendemain pour pouvoir être dans autre chose. Aujourd'hui, la majorité des personnes, c'est pas tout le monde, mais sont en train de rentrer dans les jeux vidéo parce que ça fait passer le temps. Et quand on rentre trop à l'intérieur, c'est vrai que ça crée une addiction. Mais il y a un moyen de sevrage. Il y a des personnes qui peuvent s'en sortir, mais on a d'autres aussi. En fait, il y a du travail. Il y a des gens qui entrent dans ce métier de jeux vidéo parce qu'il y a de l'argent à se faire. Ça, c'est la prochaine chose à venir. Et qu'en même temps, bah, ça crée aussi une addiction quand on rentre dans ce milieu-là. Et en parlant de jeux de société, Charles, vous l'avez souligné hein, dans votre argumentaire, Oui. aujourd'hui, les startups ont compris l'importance même de ces jeux de société, l'impact qu'ils ont, pardon, ces jeux de société-là sur la population, sur les jeunes en particulier, lorsqu'ils ont évidemment opéré la transition sur le numérique. On retrouve aujourd'hui le Scrabble sur une application, le Ludo sur une application. Oui. Ça montre évidemment l'importance même de ces jeux de société. Bon, ça montre l'importance, mais surtout le passage nécessaire. Sinon, la cessation d'activité définitive. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus présents sur leur smartphone, comprenez? Donc on est un peu de moins en moins attrait à jouer à des jeux de plateforme. C'est vrai que ça existe encore, mais c'est moins récurrent qu'avant, vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, le progrès technique, ça frappe toutes les catégories de personnes, hein. Tous les âges, ça frappe tout le monde. Et je me suis déjà, moi, retrouvé à jouer au Ludo en ligne, avec des amis, ou au Monopoly, vous voyez? C'est vrai que l'expérience, elle est différente, parce que bon, un jeu de plateforme, vous comprenez, c'est intéressant, vous lancez des dés, ou vous jouez des cartes, c'est intéressant dans le contexte. Et lorsqu'on est un peu sur le numérique, on est sur l'interréaction. Et c'est surtout ça, c'est là où moi je vous attendais, par rapport à l'interréaction. Ce qui fait aujourd'hui l'intérêt, ce qui porte aujourd'hui l'intérêt sur les jeux vidéo, c'est plutôt l'interréaction. Vous savez, appuyer sur une touche et voir un personnage parfaitement virtuel réagir donc à votre convenance, ça c'est magique. Comprenez? Ouais, évidemment, pour les amoureux du foot, Voilà. maîtriser Cristiano Ronaldo Voilà, sur... exactement, vous êtes fan de la Juventus, vous avez par exemple Cristiano Ronaldo dans la Juventus, dans un club de foot, et du coup là vous vous permettez de jouer le coach parfait quoi. Là vous prenez X, vous mettez Y au banc, ben voilà, vous passez le joueur n'importe comment, vous faites des... Et c'est ça justement, c'est cette interaction, vous voyez. Il n'aurait jamais existé un jeu comme ça en version société, c'est impossible. Oui, Speedy, je vous ai interrompu tout à l'heure, vous voulez rebondir Je voulais revenir par rapport au numérique, on pouvait dire aujourd'hui, l'homme, c'est pas que l'homme a été créé de cette façon, mais l'homme a besoin de se sentir aimé. Et aujourd'hui, que ce soit n'importe quel réseau social, Facebook, Twitter, Instagram, bref, on peut en passer. L'homme a besoin de savoir ce qui se passe autour de nous, il a besoin de discuter, et quand on se retrouve seul à la maison et qu'on n'a rien à faire, c'est pas un jeu de société qui va faire en sorte que on va régler soi-disant nos problèmes. On a toujours besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Et quand en fait, c'est quand on est connecté à plusieurs réseaux sociaux et qu'on reçoit plein de messages, la majorité des personnes sont contentes quand on reçoit des messages et tout, c'est à partir de là qu'on peut parler de soi-disant une addiction. Mais en fait, on rentre tous dans ce jeu. Et en parlant de préférence, vous êtes beaucoup plus jeux de société ou jeux vidéo? Je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Aujourd'hui, je suis ni dans l'un ni dans l'autre. On ne peut pas être neutre. Hein. Ah, En fait, si aujourd'hui. Vous l'avez peut-être été. C'est pas que. En fait, avant à l'époque, j'étais vraiment addict aux jeux vidéo. J'avais vraiment une spécialité dans un jeu vidéo à l'époque. Mais je m'en suis. Dans le domaine du gaming d'ailleurs. J'étais vraiment dans le domaine du gaming à l'époque où je jouais à non seulement. J'étais plus développé dans le côté MMORPG. Et quand on rentre dans ce milieu, c'est, on va dire, le milieu un peu qui peut rendre fou quelqu'un parce que c'est vraiment jouer solo, mais accompagné de plusieurs personnes. Et en fait, c'est quand on a ces personnes qui sont autour de nous, tu as l'impression que c'est une famille, mais en fait, c'est que du virtuel. Et quand tu rentres dedans, tu t'en sors plus, tu restes chez toi 24/24. Et on rentre dans le milieu où on dit obèse, manger, c'est comme ça en fait. Dormir, jouer, manger, mais bien avant, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous savez,
L'OMS a déclaré en fait que les accros au gaming pourraient être malades. Donc aujourd'hui, être accro au gaming, ça peut être significatif d'une maladie. Et c'est comme on disait tout à c'est l'heure, en fait, compliqué. toute addiction est nuisible. C'est nuisible. Effectivement, C'est voilà. clair. Et justement, par rapport à ça, on a parlé du côté virtuel. L'avantage, on va dire, des jeux de société, c'est que ça brise. C'est cette glace-là. On n'est pas forcément... on a parlé du contact physique. C'est important aussi dans le domaine, lorsqu'on veut s'amuser, se distraire avec les jeux de société. Ce qui n'est pas le cas, comme Speedy l'a souligné en parlant du virtuel, Warren. Oui, justement, en fait, c'est là où je disais que les jeux de société ont leur charme. C'est-à-dire que le jeu de société, au-delà justement du fait que ça ne soit pas vivant, c'est physique en fait. Entre-temps, le jeu vidéo, il est virtuel. Et avant de pouvoir répondre, on va dire, de manière efficace à cette question, je vais revenir sur ce que Charles disait lorsqu'il a pris l'exemple du jeu de foot où tu peux justement incarner ton équipe préférée. Ce qui fait la force du jeu vidéo aujourd'hui, c'est que les développeurs de jeux vidéo se basent sur ce qu'on aime d'abord, on va dire, en dehors du jeu vidéo. En prenant l'exemple de certains jeux de combat, on va prendre la série par exemple Dragon Ball ou la série Naruto ou n'importe laquelle en fait qui est très aimée du public, du grand compétit. Et lorsque un développeur prend une idée de faire sortir un jeu de Dragon Ball, bah, c'est d'abord les fans de Dragon Ball qui sont attirés par ça, c'est-à-dire gamers ou pas. Fans de manga, oui, c'est eux qui sont d'abord attirés ou pas, gamers ou pas en fait. C'est-à-dire, je veux justement vivre, c'est en fait incarner, on va dire, Goku dans le monde justement de Dragon Ball, affronter des méchants et tout, etc. Et c'est justement ça la force des jeux vidéo, est-ce que ça permet de réaliser un rêve? Oui, justement, ça permet de réaliser un rêve, d'incarner son personnage préféré. Et par rapport aux jeux de société, ce qui fait en sorte que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le jeu vidéo ne prenne pas totalement le dessus, c'est à cause de son caractère non seulement ludique, mais également ça nous permet aussi de développer certaines formes de capacités mentales. C'est justement là où le jeu de société n'arrive pas à être totalement absorbé. Et le numérique a été obligé justement d'intégrer certaines applications, certaines applications. Le numérique prend une première place de nos jours. Bien sûr. Il y a une grande différence en fait entre le jeu de société et le jeu vidéo. Aujourd'hui, on a accès à Internet. Avec si peu d'argent, on peut faire énormément de choses sur Internet et on peut passer du temps. Alors que c'est bon, d'accord, on peut acheter un jeu peut-être à 10, 15, 20, 30, 40 euros par exemple, un jeu de société, mais en fait, c'est ça qui crée la monotonie. On n'a que ça devant nous, on ne peut rien faire d'autre qu'avec ce jeu. Je ne vois pas trop l'intérêt, alors qu'avec si peu d'argent, avec Internet, on peut faire énormément de choses. On peut regarder un film, juste après on peut jouer à un jeu vidéo. Après, on peut se connecter sur un réseau social. Alors qu'un jeu de société, bah, c'est juste ça. C'est trop cloîtré. Voilà, c'est. T'as l'impression d'être dans un truc, tu vis que ça. Ouais, exactement. À travers le net, rien qu'en étant à Dakar, on traverse le monde. Ouais, psychologiquement, virtuellement, je suis déjà en Corée. Et pour revenir aussi un peu sur ce qu'il disait, c'est tout à fait normal parce qu'on a dit l'homme en fait n'est pas, l'histoire l'a montré en fait, l'homme n'aime pas se sédentariser en fait. Il n'aime pas rester statique, c'est-à-dire que lorsque j'ai un jeu devant moi, j'aimerais jouer à autre chose. C'est-à-dire au bout d'un moment, ce sera rigolo. Même dans les jeux vidéo, en fait, tu vas prendre un jeu de foot et après tu diras que bon, j'ai plus envie de jouer au foot, je vais peut-être me mettre à un FPS. Tu vas te mettre un FPS, après tu vas dire non, bon, je vais plus me mettre un FPS par exemple, je vais aller plutôt dans un jeu de combat. On est tenté toujours de nouvelles expériences. Et malheureusement, le jeu de société ne peut pas nous l'apporter. Ne peut pas nous apporter en fait une certaine forme de nuance dans ce que nous voulons vraiment en fait. Le jeu vidéo, depuis on va dire, depuis même l'époque de la Tetris, présentait une certaine catégorie de jeux. C'est-à-dire à Tetris, vous allez voir un jeu de construction, après vous allez voir un jeu de cassure, après vous allez voir d'autres jeux, etc., etc. Mais le jeu de société, bah, il est cloîtré. Ouais, évidemment, c'est ça aussi, parce que dans le jeu vidéo, il y a des étapes et qui permettent de captiver le joueur. Oui, allez-y, Charles. Oui, c'était même pour conclure avec ce qu'il disait, parce que vous voyez, il y a beaucoup de jeux de société, par exemple, mais vous en connaissez combien? Les jeux de société les plus connus, c'est Scrabble. Ouais. Vraiment les Pourquoi, vous savez, c'est-à-dire, mais voilà, c'est en fait, la vérité, c'est que nous sommes restés attachés à cause de notre enfance, parce que nous avons des souvenirs. Mais sinon, véritablement, chaque jour, il y a des jeux de société qui sortent.
mais ça n'attire pas notre intérêt pour autant, vous comprenez? Donc en fait, la vérité, c'est que ces jeux de société-là, nous sommes accrochés à ça à cause d'un vécu, à cause d'une histoire. Donc les générations à venir ne connaîtront pas. Les générations à venir, oui, il se peut fortement. Alors, exister évidemment, les jeux de société seront toujours là. Les jeux de société seront toujours là. Mais maintenant, comme disait Elles seront Charles, toujours là, c'est vrai. Mais la place qu'elles occupent non seulement, regardez, déjà, les jeux de société de façon parfaitement de plateforme, je pense qu'elles sont appelées à disparaître, hein, avec la numérisation de tout ce qui existe. Il n'y en aura presque plus. Un enfant qui naît en 2022, je ne sais pas, 2022, c'est un peu tôt. Non, 2050. En 2050, par exemple, mais je ne sais même plus si on aura encore, parce que tout sera complètement numérisé. On va dire qu'en fait, le jeu de société, il subit un peu ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire il est victime de son temps. Comme le dit Charles, nous jouons encore à des jeux de société, c'est parce que nous sommes attachés à des souvenirs. C'est-à-dire, tu vas te rappeler qu'à l'époque, une certaine époque, avec la famille, maman, papa, on était enfants, avec les frères et sœurs, on jouait au Monopoly, on rigolait bien. Et c'est justement pour essayer de revivre ces sensations-là que, voilà. Mais un enfant qui est né à l'ère du numérique, tu lui dis Monopoly, PlayStation, le choix il est vite fait. Le choix il est vite fait en fait. Est-ce que quelque part c'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas aussi l'importance de ce jeu de société? Non, déjà, tout ce qu'il vient de dire, cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, Monopoly, PlayStation 4, je ne sais pas, la PlayStation 5 est en voie de sortir là. Évidemment, le choix il est vite fait. Le choix sera vite fait. Le choix est vite fait, non pas nécessairement à cause des souvenirs, mais je vous ai dit à cause d'une chose, que le jeu de société ne pourra jamais avoir, c'est l'interaction. L'interaction, c'est juste ça. Dans tous les cas aussi, d'un autre côté, on va se dire l'autre vérité, c'est que ce que l'autre personne a, on le veut aussi. C'est surtout ça. Exemple, si ton ami il a une PlayStation 4 ou une PlayStation 3 ou une Xbox ou une Wii, tu voudras forcément la même. Pour pouvoir jouer avec lui. On a parlé en fait on va dire du gaming en ligne. C'est-à-dire que ton ami peut être, nous sommes ici à Dakar, moi j'ai des amis qui sont un peu partout, on va dire en France, en Russie, au Gabon, etc. Je peux jouer avec mon ami qui est au Gabon. Plusieurs compétitions. Avec le jeu vidéo, à travers le jeu vidéo. Chacun a sa génération. Le jeu de plateforme, ça reste parfaitement basique, à moins qu'il soit numérisé, bien sûr. Mais là encore, est-ce qu'on n'est pas... Attendez, j'ai une petite question. Un jeu de plateforme numérisé, est-ce que c'est pas un jeu vidéo? Quelque part. En d'autres termes, les jeux de plateforme sont appelés à mourir. C'est-à-dire le principe du jeu va exister, mais dans le modèle, dans le virtuel. C'est-à-dire qu'en version physique, ça n'existera plus. Évidemment, c'est malheureusement l'heure pour nous de nous séparer, messieurs. Merci à Charles, merci Warren, merci Speedy, merci à Nathan d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Une mention spéciale à l'équipe technique. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Génération News sur Medi 1 TV Afrique. Et d'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.